Dans quelle mesure l'avenir de l'Afrique peut-il être radieux? Voici des histoires d'espoir, de la Somalie à l'Égypte en passant par la quête d'énergie. Je suis Afolaki Oyin-Loye, bienvenue dans Business Africa. Voici les titres. Les énergies renouvelables sont-elles la clé pour pallier la pénurie d'électricité en Afrique? L'Égypte rénove l'ancienne forteresse de Chali, objectif attirer les écotouristes et restaurer le patrimoine culturel. Enfin, la SFI et la Somalie signent des accords historiques pour améliorer la croissance du secteur privé et encourager les investissements. L'Afrique est de toute évidence sur une trajectoire de croissance. Tant de ressources, tant de potentiel. Le continent a lutté dans le passé pour répondre à ses besoins énergétiques. Ainsi, l'énergie renouvelable pourrait-elle être le vent dont les ailes de l'Afrique ont besoin? Élément de réponse. Le futur de la production d'électricité pourrait bientôt être une réalité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 90% de toutes les nouvelles capacités électriques mises en place en 2020 pourraient être des énergies renouvelables. Une part des énergies renouvelables en hausse pour l'organisation internationale, alors que la pandémie de la Covid-19 a provoqué un déclin important de la production de pétrole, de gaz ou encore de charbon. Si les États-Unis et la Chine devraient augmenter leur capacité éolienne et solaire de 30% cette année, l'Afrique reste encore en arrière. Les efforts visant à alimenter les foyers et les industries africaines en électricité ont été bloqués par des contraintes financières et de temps. Par conséquent, le continent connaît un déficit énergétique. C'est plus d'un demi-milliard de personnes n'ayant pas accès à l'électricité dans le monde qui se trouvent en Afrique. Les énergies renouvelables offrent une lueur d'espoir pour l'Afrique. Le continent dispose de plus de 40% des ressources mondiales en énergie solaire, de 12% de la capacité hydraulique mondiale et de ressources éoliennes et géothermiques considérables, pour l'instant encore sous-exploitées. Kola Mouloubié est expert de la production d'énergie solaire en Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation. Pourquoi l'Afrique possède-t-elle 40% des ressources solaires potentielles mondiales et seulement 1% de la capacité solaire mondiale de production d'électricité? Donc finalement, vous me demandez pourquoi le solaire est si peu présent dans le mix énergétique africain. Alors c'est vrai que le mix énergétique africain est largement dominé par les centrales hydroélectriques et les centrales à fossiles. Alors il y a plusieurs blocages qui empêchent encore l'émergence du solaire dans le mix énergétique africain. Ces blocages sont financiers d'abord, ils sont aussi contextuels et dans une certaine mesure aussi infrastructurels. Alors financier, le blocage financier, c'est principalement lié au fait que l'investissement dans une centrale solaire va être plus grand, à puissance égale, va être plus grand que celui pour une centrale à gaz, par exemple. Ensuite, le contexte, l'environnement des affaires en Afrique peut être parfois instable et ne pas permettre une visibilité suffisante pour ces investisseurs qui souhaiteraient s'engager dans la voie du solaire. Et enfin, le dernier blocage, c'est donc celui de l'absence, souvent l'absence ou la fragilité du réseau de distribution. Donc, mis ensemble, ces trois caractéristiques, on va dire, font que les investisseurs ont peu envie ou n'ont pas tendance à investir massivement dans la production solaire en Afrique. Comment les énergies renouvelables peuvent-elles accélérer les progrès de la production, du transport et de la distribution d'électricité à des millions d'Africains qui n'y ont pas accès? Donc en fait, comment produire plus d'énergie renouvelable en Afrique et comment mieux distribuer finalement ces énergies sur le continent. Alors je crois qu'il y a deux voies possibles pour obtenir ce résultat. La première, c'est donc de lever les blocages dont on parlait tout à l'heure et de permettre une plus grande production solaire ou hydro sur le continent
donc en levant ces blocages, en permettant les investissements dans ces grandes centrales qui permettent d'injecter l'électricité sur les réseaux. Mais l'autre voie qui est complémentaire, ce serait donc de s'affranchir finalement de ces réseaux, qui sont souvent des blocages sur le continent, de s'affranchir de ces réseaux pour se lancer plus dans la voie de la production décentralisée. Ça permettrait par exemple d'installer des plus petites centrales solaires, plus proches des besoins, plus rapidement aussi dans des sites plus éloignés, et donc de permettre un accès à l'électricité aux populations rurales par exemple. Que doivent faire les communautés et les gouvernements africains pour exploiter le potentiel de leurs ressources énergétiques renouvelables? Alors c'est une question un peu difficile, très générale, mais moi je vois deux voies. Peut-être d'abord essayer d'améliorer cet environnement des affaires et de donner une meilleure visibilité aux investisseurs internationaux qui, dans ce cas-là, vont favoriser l'installation de grandes centrales sur le continent. Mais il y a également une deuxième voie complémentaire dans laquelle il faut croire, c'est celle donc de la production décentralisée de l'énergie. Et cette voie qui consisterait finalement à privilégier la multitude des petits projets plutôt que la puissance de quelques grands projets très médiatisés. Et en fonction peut-être du contexte des pays, une voie sera plus favorisée que l'autre. Je pense notamment au Maroc et à l'Afrique du Sud, qui ont des contextes, des affaires plus stables, une meilleure visibilité, puis aussi des réseaux plus installés. Eux ont fait le choix des grandes centrales solaires, par exemple. Mais le contexte peut être un petit peu différent dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne. Et dans ce cas-là, peut-être privilégier la voie du solaire ou de l'hydro décentralisé. Well, thank you very much, Mr. Molubié, for joining us on the show. Merci à vous. Welcome back. Nous sommes de retour, direction l'Égypte à présent et la forteresse de Chali dans le désert occidental égyptien. Elle est en cours de rénovation, elle veut séduire les écotouristes. L'édifice du XIIIe siècle appelé Chali ou maison en berbère a été construite par ces derniers au sommet d'une colline dans l'oasis immaculée de Siwa, à environ 600 km au sud-ouest du Caire. Dans le désert égyptien à l'ouest du Caire, la forteresse de Chali a fait peau neuve au profit de l'écotourisme. En ruine depuis plusieurs années, ce monument phare de l'oasis de Siwa protégeait autrefois ses populations berbères des invasions bédouines. La rénovation de la citadelle fait partie d'un plan de restauration lancé en 2018 pour faire de Siwa une destination écotouristique. Nous célébrons aujourd'hui la restauration complète de la forteresse, de tous les murs d'enceinte, des maisons et des rues, avec les techniques anciennes et primitives appelées karchif. C'est une forteresse vieille de 800 ans, avec une ville à l'intérieur, dans les rues. Nous avons commencé ce projet il y a quelques années avec la société Environmental Quality International, financée principalement par l'Union européenne. Cette étape coûte environ 600 000 €. Le ministère des Antiquités et du Tourisme égyptien veut développer l'activité économique de l'oasis en s'éloignant des modèles balnéaires de la mer Rouge. Bâtie au XIIe siècle, la forteresse de Chali a été érigée en symbole de développement durable. Le karchif, employé pour les travaux, est issu de matériaux récupérés après le déblai des lieux. Le matériau avec lequel est faite la forteresse est un mélange d'argile et de sel. En utilisant à nouveau ce matériau naturel pour restaurer la citadelle, nous symbolisons la tradition, la culture et le patrimoine du peuple de Siwa, ce qui est notre idée principale. Avec ses palmeraies, ses sources d'eau douce et ses lacs salés, l'oasis de Siwa, isolée géographiquement, offre une rare évasion écologique, loin des communautés urbaines animées de l'Égypte. Le ministère des Antiquités et du Tourisme travaille sur les infrastructures de la région, notamment les routes et les aéroports, pour relier la ville au reste du monde. La reprise économique en Somalie continue d'attirer la solidarité des acteurs financiers mondiaux. Derniers accords en date, ceux signés avec le membre du groupe de la Banque mondiale IFC. Le pays veut développer son secteur privé, attirer les investissements, améliorer les services publics et créer des emplois. L'IFC, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, signe ses premiers accords formels avec le gouvernement fédéral de Somalie. Objectif du pays, renforcer son secteur privé bien sûr, mais aussi attirer de nouveaux investisseurs, améliorer les services publics et créer des emplois.
Un soutien de l'IFC doit permettre de mener des réformes importantes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans ceux de l'industrie et de l'énergie. Améliorer l'accès des Somaliens aux biens et services essentiels est aussi une priorité. L'IFC est engagé en Somalie depuis 2015 et contribue à soutenir le développement et la croissance économique du pays. Ces nouveaux accords relèvent du programme de réforme du climat d'investissement en Somalie. L'initiative est soutenue par le Fonds fiduciaire pour le développement du secteur privé de la Société financière internationale en Somalie, qui est financée entre autres par le département du développement international du Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est la fin de Business Africa. Nous espérons que ces histoires en Somalie et au plus près de la forteresse de Chali donneront de l'espoir à toutes les entreprises que la pandémie de coronavirus a fortement impactées. Merci pour votre fidélité. À bientôt.